Des enfants Baby Fiesta, organisé par le groupe Dounia, les préparatifs de cette 8e édition vont bon train. Comme annoncé, les 8 meilleurs élèves des 8 régions du pays ont été conviés à cette fête. On va se connecter avec les régions. Les élèves vont aussi échanger avec les autres élèves qui vont avoir d'autres expériences. Pour rendre leur séjour plus agréable à Niamey, le comité d'organisation a pris toutes les mesures. À cet effet, les élèves et leurs accompagnateurs seront activités socio-éducatives et culturelles de Talagui. Désireux d'accompagner les élèves, la directrice du centre a bien voulu mettre ce cadre convivial et chaleureux à leur disposition. La première mesure, ça veut dire que le centre est sécurisé d'abord. Nous avons des gardiens et nous avons de deux côtés du centre des gardiens qui vont au moins assurer la sécurité de ces jeunes-là. Et aussi, le centre dispose de l'espace d'air de jeu pour enfants. Nous avons un espace vert de jeu. Nous avons un terrain donc, de basket. Nous avons aussi un espace où ils peuvent faire de jeu sur une terrasse en plein air. Nous avons une bibliothèque, une salle informatique et aussi les dortoirs. La salle de dortoir, elle est très spacieuse et où les enfants peuvent être à l'aise. En tout cas, et nous avons aussi, en plus de ça, nous disposons d'une boutique où les enfants peuvent visiter et voir ce que nous offrons comme article. Ça veut dire que vraiment c'est un cadre qui est là, qui est idéal pour recevoir et c'est pour ça que nous n'avons pas hésité d'accepter de nous proposer volontaire pour que nous accueillions ces jeunes. Tout sera fin prêt pour nous dès demain. Demain c'est mardi, dès demain tout sera prêt et nous avons déjà fait un comité qui va les accueillir et qui va s'occuper au moins de les accueillir, de les installer et maintenant aussi de répondre à leurs moindres besoins. Tout ce qu'ils veulent, en tout cas, il y aura un comité qui va travailler dans ce sens. Et nous espérons que c'est un plus que nous apportons dans le cadre de cette grande fête que Dounia a bien voulu initier, que les enfants apprécient bien, que nous-mêmes les parents on apprécie et nous disons que c'est notre vraiment modeste contribution que nous pouvons apporter et c'est dans ce sens que nous allons les accueillir. Pour ce qui est de la restauration, ces délégations seront servies à volonté et selon leur goût avec des mets qui seront spécialement préparés par les cuisinières professionnels du centre. Pour la restauration, nous avons aussi une cuisine. On peut les restaurer sur place, ça veut dire du petit déjeuner jusqu'au dîner. Nous avons des femmes qui ont été formées dans le cadre de la restauration parce que c'est un centre de formation des jeunes et nous avons des femmes qui peuvent s'en occuper et pour la restauration il n'y a aucun problème et nous sommes habitués aussi de faire de la restauration en fonction de l'affinité de la personne, du goût de la personne et nous disons que comme c'est un centre de jeunes et nous sommes des mamans et nous pouvons savoir aussi qu'est-ce que ces enfants peuvent manger et ils peuvent être vraiment rassurés que ça va être des mets très délicieux et qui seront vraiment des mets sains parce que nous faisons de la nutrition aussi ici. Il faut noter que les convives de cette fête seront accueillis dans les meilleures conditions respectant les règles d'hygiène, de sécurité et logés dans ce cadre confortable, bon enfant et distrayant. Les dortoirs prévus pour être installés dans la salle polyvalente du centre seront fin prêts d'ici leur arrivée. Et puis dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'enfant africain, le village d'enfants SOS de Niamey a organisé ce matin un déjeuner de presse à l'intention des hommes de médias. Objectif, expliquer la vision mais aussi faire mieux connaître au grand public les activités du dit village. Ima Seydou. C'est par une présentation du SOS Village d'enfants Niger qu'a débuté ce déjeuner de presse qui rentre dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année. Ce point de presse vise comme objectif d'expliquer et de faire mieux connaître les activités du village SOS aux hommes des médias. Après cette présentation, les journalistes ont posé plusieurs questions pour savoir davantage sur le fonctionnement du SOS Village d'enfants. À toutes les questions posées, le directeur national a apporté des réponses satisfaisantes. Il s'est dit par la suite très satisfait de ces déjeuners de presse
qui contribuent inéluctablement à faire connaître le village SOS ainsi que les actions qu'ils mènent. Nous sommes très satisfaits des médias qui sont venus, qui ont répondu à notre appel. Et je pense que nous allons continuer à garder le contact avec les médias. Et vous pouvez à tout moment, comme je viens de le dire, venir nous voir et demander s'il y a des insertions ou autres au niveau des télés et de la radio et des radios. Nous allons répondre favorablement. Le déjeuner de presse a répondu aux attentes que nous nous sommes fixées. Parce que notre objectif quand même, c'est de voir les médias venir apprendre de SOS par rapport à ces activités. Et cela a été bénéfique. Et nous l'avons compris à travers les questions qui sont posées par les médias. Lorsque une question est mal posée, vous comprenez que votre interlocuteur n'a pas compris ce que vous voulez dire. Mais à travers les médias qui sont venus aujourd'hui, nous avons compris que les journalistes qui étaient présents ont réellement compris le message que nous voulons vraiment faire passer. Notre mission à nous, c'est de faire en sorte que chaque enfant puisse vivre dans un foyer, dans une maison familiale aussi, vous voulez. C'est ça qui est d'ailleurs l'objectif même de notre slogan. Cet objectif, nous le poursuivons depuis toujours. Et depuis 1949, notre organisation a toujours mis les moyens pour faire en sorte que chaque enfant puisse dire maman ou papa. Parce qu'à notre avis, si un enfant n'est pas en mesure de dire maman ou papa, c'est qu'au fond de lui-même, quelque chose va lui manquer. Et c'est pourquoi nous avons créé les conditions pour que au moins les enfants qui vivent au sein des villages d'enfants SOS puissent avoir des mères SOS à leur disposition et un directeur de village qui représente l'image du père. Fondé en Autriche en 1949, SOS Village d'enfants est une organisation non gouvernementale internationale à vocation sociale qui a démarré ses activités le 1er avril 1993 au Niger avec l'ouverture du premier village d'enfants SOS à Niamey. Il a pour vocation de donner une famille aux enfants en situation de vulnérabilité, les aider à bâtir leur propre avenir indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur ethnie, de leur religion et participer ainsi au développement des communautés locales. Le complexe d'enseignement général, le CG Yantala de Niamey, a donc organisé ce matin dans l'enceinte du dit établissement sa fête scolaire consacrant la fin de l'année scolaire 2013-2014. Une partie placée sous le thème « Hommage à l'enfant africain » pour coller à la célébration de la journée dédiée à l'enfant africain ce 16 juin. Le compte-rendu de Seni Makiro Jibril. L'ambiance était grandiose à cette fête scolaire initiée par l'administration du CG Yantala dans l'optique de créer un cadre permettant aux élèves, professeurs, administrateurs et partenaires de l'école de se retrouver ensemble pour sanctionner l'année scolaire sur des notes de bonne facture et se quitter avec de meilleurs sentiments. Placée sous le thème « Hommage à l'enfant africain », la fête est dédiée à l'enfant africain parce qu'elle coïncide avec la date de la célébration de la journée de l'enfant africain qui est le 16 juin. Le CG Yantala 1, créé en octobre 1988, compte actuellement 953 élèves, dont 518 filles et 435 garçons, répartis dans 18 salles de classe en matériaux définitifs. Parmi nos élèves, nous comptons des élèves malvoyants, dont une fille en 3e. Si pendant ces 4 années, nous avons connu des résultats acceptables, c'est grâce au dynamisme de tous les acteurs qui interviennent dans l'encadrement de nos élèves. Ponctué par des danses, des poèmes, chants et sketchs dédiés à l'enfant africain, la fête a permis de récompenser les mérites des professeurs et des partenaires de l'école à travers des témoignages de satisfaction et ceux des élèves par des cadeaux remis en présence de leurs parents qui témoignent du succès réalisé par le CG Yantala. Depuis plus de 4 ans, cette communauté scolaire du CG Yantala 1 a travaillé dans l'harmonie
et la compréhension et à but ces efforts couronnés d'année en année, comme l'attestent les différents résultats au BEPC. 42,50% en 2010-2011, 62,23% en 2011-2012 et 76,50% en 2012-2013. La réussite de cette fête témoigne de la rigueur qui règne au sein de cet établissement afin de mettre les élèves dans les meilleures conditions d'épanouissement. On remercie le directeur de nous avoir organisé cette fête. On remercie aussi les parents et les professeurs, ainsi que les camarades aussi. Je suis contente, je remercie le directeur, les parents d'élèves, les professeurs ainsi que nous. Merci. Vive les vacances et bonne chance aux candidats. Dans le même chapitre, le complexe scolaire FASA a aussi célébré samedi dernier sa fête scolaire dans l'enceinte du dit établissement. Une fête scolaire qui a vu la présence des parents d'élèves et de l'ensemble du corps professoral. C'est samedi, le complexe scolaire privé FASA a organisé sa fête scolaire dans l'enceinte du dit établissement. Des chants, danses, poèmes, chorégraphies et sketchs étaient au menu de cette fête qui a vu la présence des élèves, parents d'élèves encadreurs et de nombreux invités. Dans son allocution, Mme Madiza s'est apaisantie sur la méthode de travail et surtout sur l'engagement des encadreurs qui leur a permis, en 3 ans d'exercice, de décupler l'effectif des élèves. C'est ainsi que nous passons de 35 élèves en 2011 à 383 élèves en 2014. Ici à FASA, notre credo se résume au travail et à la discipline. Toute chose nécessite, en plus du sacrifice personnel, une certaine dose de cohésion que j'espère compréhensible. À FASA, nos élèves sont plus que cela. Ils sont nos enfants. Nous les voulons meilleurs et exemplaires en tant qu'élèves, en tant qu'enfants et en tant que citoyens. À son tour, le proviseur du complexe scolaire FASA a lancé des appels envers les élèves et aussi envers les parents dont il invite à poursuivre l'éducation des élèves hors de l'établissement afin qu'ils gardent le cap. Sachez que le complexe scolaire privé FASA est là pour la bonne éducation de vos enfants. Nous voulons que ces derniers soient parmi les meilleurs cadres de demain. Qu'ils soient des cadres bien formés, honnêtes, francs, courageux, responsables et redevables. Les différents résultats auxquels nous sommes parvenus en 2012-2013, il s'agit, faut-il le mentionner, du double succès de 100% de réussite au CFEPD et au BEPC. Être meilleur, c'est bien, mais le rester, c'est encore mieux. Quant aux parents d'élèves, ils louent l'excellence de l'encadrement et le fort taux de réussite des élèves. Ces derniers, les plus méritants, se sont vus gratifiés et congratulés. Ils m'ont donné des prix et m'ont fait une réduction de 10% sur mes frais de scolarité. Les conditions sont vraiment réunies car vous le voyez, il y a de très bons moyens. Les enfants sont très bien suivis. Ils ont des enseignants compétents. L'encadrement est bien. Au complexe scolaire FASA, les perspectives sont bonnes avec la rentrée scolaire 2014-2015, l'ouverture de 2 classes de terminale et n'excédant pas 20 élèves par classe, les renforcements de la salle informatique et l'élargissement de la bibliothèque. Au complexe scolaire FASA, c'est le succès dans le travail et la discipline. Et puis, comme promis hier, vous suivrez en partie magazine de ce journal un film documentaire sur l'intronisation du chef de canton de Tessawa. Restez donc à notre compagnie. À Agadez, l'école franco-arabe Tawayan Serki a marqué donc la fin de l'année scolaire 2013-2014. C'était également à travers une fête organisée dans l'enceinte du dit établissement. Explication RTD Agadez Ramedi Alassane. À l'instar du programme de la Renaissance du président de la République, l'école franco-arabe Tawayan Serki a 3 ans. Elle compte un effectif de 511 élèves répartis dans 11 classes et pas une seule en paillote. Suivons pour la fiche technique le directeur de l'établissement qui nous livre d'amples détails. L'école Madrasa Ngota Serki a été créée en octobre 2011, donc de cela 3 ans. Et à ce jour, nous comptons un effectif de 501 élèves, dont 218 filles. Ces 501 élèves sont répartis dans 11 classes, qui sont tous
toutes construites en matériaux définitifs. Moi, je loue ici le bon sens de mes enseignants. Je gère 16 enseignants, dont 14 femmes. Et tous ces enseignants-là, vraiment, je les remercie infiniment, car sans eux, je ne vais pas arriver à faire ce travail-là. C'est des enseignants qui sont dévoués dans leurs tâches et j'appelle à la communauté, aux gens du quartier Pays-Bas, Agadez, qu'ils amènent de plus en plus d'enfants à la madrasa Pays-Bas ou Ngota Inserki, car ici, c'est le travail, rien que le travail. En poursuivant son intervention, le directeur de l'école a rendu un hommage aux parents d'élèves qui se sont investis pleinement aux côtés des autorités afin d'apporter leur précieux concours à l'école pour l'avenir de leur progéniture. Concernant les parents d'élèves, je n'ai même pas de mots à dire parce que j'ai des parents d'élèves qui sont exceptionnels. De la création aujourd'hui, les parents d'élèves ont dépensé énormément d'argent à l'école. D'abord, les paillotes, lorsqu'on n'avait pas de classe, le problème de paillotes était fini. Maintenant, les parents d'élèves ont construit un logement aux gardiens de l'école, un bureau du directeur et tout récemment le mur de clôture que vous voyez ici. Donc tout ça là, c'est le fruit des parents d'élèves. Moi, je peux dire que ces parents d'élèves là sont vraiment exceptionnels car en 3 ans, ils ont dépensé au moins 4 millions à l'école. Signalons que lors de cette fête, la proclamation des résultats de fin d'année révèle un taux de 90% de réussite pour le passage aux classes supérieures. Une performance saluée comme il se doit par les parents d'élèves venus massivement et sanctionnés par des récompenses et des témoignages de satisfaction aux plus méritants. Le tout dans une ambiance de fête agrémentée de chants, de poèmes, de sketchs et même d'un orchestre parmi les plus cotés de la région. Autre aspect de ce journal, ouverture ce matin au Grand Hôtel de Niamey des travaux d'un atelier régional sur le développement du capital humain et l'économie numérique en Afrique au sud du Sahara. Un atelier organisé conjointement par l'autorité de régulation des télécommunications et de la Poste et l'Union internationale des télécommunications. Alimatou Abdou. Développement du capital humain et l'économie numérique en Afrique au sud du Sahara, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème de cet atelier organisé conjointement par l'autorité de régulation des télécommunications et de la Poste et l'Union internationale des télécommunications. Un atelier qui vise comme objectif de partager les expériences sur les enjeux et les défis auxquels font face les pays dans le domaine du développement de l'économie numérique. Le président national de régulation des télécommunications et de la Poste a, dans son discours, relevé quelques défis de la problématique du développement du capital humain. Occasion pour le représentant de l'Union internationale des télécommunications de situer l'importance du présent atelier. L'objectif principal de ce séminaire, c'est de permettre un échange fructueux entre les participants sur leur expérience en matière de développement de l'économie numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons le large bande Internet, large bande mobile. Ce sont des applications extrêmement importantes qu'il faut maîtriser parce que ces applications nous permettront de nous développer et de développer l'ensemble des secteurs de l'économie. Donc il est bon que les gens échangent d'expérience, qu'ils échangent de savoir-faire, afin de voir les stratégies que nous utilisons, les politiques que nous utilisons. Est-ce que ces politiques, ces stratégies nous permettent d'atteindre les objectifs en termes de reculement de la pauvreté, en termes de besoins de santé, en termes de besoins d'éducation. Donc voilà un peu pourquoi ce séminaire est important. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le ministre des Postes et des Télécommunications a insisté sur les actions entreprises par les autorités de la 7e République dans le domaine du développement de l'économie numérique au Niger. Les plus hautes autorités de mon pays ont pleinement conscience que les technologies de l'information et de la communication constituent aujourd'hui un levier de croissance économique et sociale d'une nation et peuvent contribuer significativement à l'amélioration des recettes budgétaires de l'État. Ainsi, pour asseoir les bases fondamentales d'une économie numérique, le gouvernement nigérien a inscrit dans le plan d'action prioritaire du plan du développement économique et social PDS 2012-2015 un programme du développement des infrastructures large bande à travers notamment 1.
la construction du backbone national en fibre optique. 2. La mise en œuvre d'une stratégie de transition vers la télévision numérique terrestre. Et enfin, l'attribution des licences 3G sur le marché. Ainsi, 3 jours durant, les participants à cet atelier passeront à peine fin toutes les questions et les enjeux relatifs au développement de l'économie numérique de notre pays. Et puis rencontre hier après-midi au siège de l'ONG OVIV entre la presse et la délégation ayant représenté le Niger au forum préparatoire de Ouagadougou au Burkina Faso. Objectif, faire la restitution des travaux du forum aux journalistes. Omar Manga. Ils sont de retour. Le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement Régia et OVIV ont pris part au forum préparatoire de Ouagadougou au Burkina Faso du 12 au 14 juin. Le Niger a été représenté par une très forte délégation composée des journalistes et des partenaires techniques et financiers dont leur participation ont été facilitées par OVIV. Ainsi, les différents séminaristes tiennent à faire la restitution des travaux avec la presse. Le forum de Ouaga a mandaté OVIV à travers son directeur général Jean Bosco Bazier pour organiser le processus société civile et collectivité territoriale. Je rappelle qu'au cours de ce forum, il y a eu 5 processus. Un processus ministériel avec la présence de ministres africains de l'eau. En particulier, il y a eu 3 ministres, dont notre ministre, son Excellence Ouassarké Boukari, qui a fait l'effort de participer personnellement à ce forum, et c'est à saluer, parce que les autres n'ont pas pu venir, mais il a fait cet effort-là d'y être. Donc il y a eu ce processus ministériel. Il y a eu un processus parlementaire, donc avec des députés venus de différents pays. Et nous avons noté la participation de 3 élus nationaux du Niger qui ont aussi participé fortement à ce forum-là. Là aussi, c'est à souligner. Les participants à ce forum partagent cette opinion et saluent les efforts de OVIV. Il faut dire qu'au niveau de ce forum, nous avons discuté de l'avenir de l'Afrique en ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Vous savez pourquoi les hommes ont échoué? Parce que l'Afrique n'a pas été concertée d'une manière générale. Mais cette fois-ci, les Nations Unies, pour une première fois, ont lancé des consultations nationales, des consultations régionales, pour impliquer tous les acteurs, tous les pays, à tous les niveaux, pour qu'il y ait une participation inclusive à l'échelon national, à l'échelon sous-régional, pour qu'il y ait une participation autour de la question de l'assainissement. Il faut dire que la presse a eu une place de choix par rapport aux discussions nationales, aux discussions sous-régionales. Et même au niveau mondial, on a exigé à ce que la presse soit un acteur incontournable dans ce processus. Retenez que la conjugaison de tous ces efforts s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Forum mondial de l'eau qui aura lieu en Corée du Sud en avril 2015. Actualité politique à présent, le groupe de soutien G5 Omar Hamidou Tchana était hier à Balayara. L'objectif était de mobiliser les militants autour des idéaux défendus par leur leader Omar Hamidou Tchana, celui d'accompagner les efforts du président de la République dans la réalisation de son programme de renaissance. Le compte-rendu est signé Imassé. C'est un accueil empreint de chaleur que la population de Balayara a réservé au groupe de soutien G5 à Ladan Tchana, qui a choisi pour sa première sortie cette localité située à 95 km de Niamey. Un groupe réuni autour de Omar Hamidou Tchana et qui soutient le programme de renaissance du président de la République. La présidente du groupe G5 a remercié la population de Balayara pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Le groupe G5 a par la suite rendu public une déclaration dans laquelle il fustige le processus de déstabilisation envisagé par certains leaders politiques. Ces leaders avaient 3 objectifs à travers cet agenda politique. 1. Mettre le président de la République en cohabitation du gouvernement d'union nationale auquel il aura lui-même fait appel. 2. Mettre en accusation le président de la République pour faute de haute trahison. Et 3. Enfin, fusionner les 2 partis politiques pour permettre à M. Amadou de se faire élire président à la tête de l'institution qu'ils auront créée. Heureusement, au niveau du Modem Faloumana, le secrétaire général du parti, M. Omar Hamid Ladan Tchana, et son entourage
ayant perçu les raisons illégitimes de cette décision hâtive de claquer la porte, vont opposer une fin de non-recevoir au mot d'ordre du clan de Hama Amadou, à savoir quitter les postes par lesquels il servait l'État, mot d'ordre que lui-même, le président de l'Assemblée, n'a pas respecté. Le groupe G5 félicite Omar Hamidou Tchana qui a conduit les négociations ayant abouti à l'accord signé entre le Niger et Areva. Le G5 encourage M. Omar Hamidou Ladan Tchana à rester constant dans ses valeurs d'intégrité, de probité et de patriotisme. Autant de notions dites d'un vrai homme politique soucieux du devenir de son pays et conscient de ses responsabilités devant sa communauté, au sens large, sa nation. Le Niger reconnaîtra à ses dignes enfants la valeur de leur travail et l'estime de leur bonne éducation. Aux attaques et insultes pitoyables de certains gens, nous lui demandons de répondre par le mépris du silence que mérite l'insolence de leurs mensonges. Le G5-LT confirme son adhésion totale et lance un appel pour une mobilisation sans faille autour des actions et du mot d'ordre de notre leader politique, Omar Hamidou Ladan Tchana, qui ne ménage aucun effort ni ses compétences pour le développement de notre pays. Un don composé de 10 cartons de sucre, 8 cartons de savon Niala, 10 sacs de sel, 2 cartons de thé vert et de la cola est offert par le groupe de soutien à Ladan Tchana aux femmes de Balayara qui soutiennent le choix responsable de Omar Hamidou Tchana. Dans nos régions, toujours le PASOK 2, coordination de Zender, a débuté samedi dernier les travaux d'un atelier de formation. Cet atelier qui durera 5 jours consacre la signature de contrats de micro-subventions octroyés par PASOK 2 au profit des associations. Moussa Adamou Garba. Cérémonie de signature de convention qui intervient quelques jours après la publication des dossiers retenus par PASOK 2 a regroupé les représentants des structures bénéficiaires des financements de PASOK 2. Il s'agit aussi pour les deux parties de procéder à la signature des différents contrats pour les micro-subventions. Aujourd'hui, vous êtes parmi les bénéficiaires de l'appui du PASOK. Et dans nos démarches, il est prévu la signature d'un contrat. Un contrat qui engage le bénéficiaire et le PASOK qui finance à travers, avec l'appui de l'Union européenne. Alors cette cérémonie de signature sera également mise à profit pour échanger avec vous sur les dispositions contractuelles. Quelles sont vos obligations? Quelles sont les obligations du PASOK? Comment est-ce qu'il faut travailler ensemble pour réussir la mise en œuvre de nos micro-subventions? Et vous avez déjà commencé hier la formation. Ça s'inscrit dans le cadre de nos préoccupations qui visent à vous doter des rudiments vous permettant de respecter les procédures. Cette année, 25 micro-subventions ont été sélectionnées. Pour le représentant du service du plan, le nombre de micro-subventions est très réconfortant. De facto, il a attiré l'attention des bénéficiaires d'exécuter ces micro-subventions conformément aux clauses des contrats signés avec PASOK 2. Maintenant, l'appel que je voudrais lancer, c'est qu'une fois ce contrat-là signé, que vous puissiez respecter tous les engagements. Et je vais aussi rappeler la signature des protocoles de mise en exécution. Parce que j'en ai déjà parlé hier. Vous allez travailler avec les communes, vous allez travailler avec les services techniques, vous allez travailler avec la population d'une manière générale
il faut que vous formalisiez vos rapports. Et ces protocoles ne coûtent rien en termes monétaires, si je peux m'exprimer ainsi. Les services du plan sont à votre disposition pour vous encadrer par rapport à toutes les démarches. Il y a des formulaires standards par rapport à ça. Une fois retourné au niveau de vos localités, adressez-vous aux directions départementales du plan, ils vont vous accompagner. 5 jours durant, les participants à cet atelier seront bien outillés pour mener à bien l'exécution des différentes micro-subventions. À Tawa, l'Union de maraîchers de la vallée, TADIS, a initié une campagne de salubrité dans la région de Tawa. Objectif, lutter contre la prolifération des déchets plastiques, notamment pendant la saison hivernale qui s'installe progressivement à travers le pays. Asman Amadou. Cette campagne de salubrité pour lutter contre les déchets plastiques, véritable destructeur de l'environnement, organisée par l'Union des maraîchers de la vallée de Tadis. Pendant cette saison hivernale, les déchets plastiques menacent cette vallée et la rendent moins productive. Le président de l'Union des maraîchers a lancé un appel aux municipalités et à tous les partenaires qui œuvrent dans ce secteur pour sauver la vallée de Tadis. Je lance un appel à toute personne de bonne foi d'aider à sauver vraiment cette vallée. Et je lance particulièrement un appel solennel à Madame la Première Dame, Dr Malika, qui est la fondatrice de Tatali Yali, à nous aider, vraiment à aider. Ça aussi, ça fait partie de Tatali Yali. Je lance un autre appel à tous les bailleurs, de contribuer vraiment pour vraiment la bonne marche de tous les producteurs de la vallée de Tadis. Cette initiative cadre au programme de la Renaissance du Niger à travers l'initiative 3N, précise le deuxième vice-maire de l'arrondissement communal de Tawa, qui ont effectué un déplacement sur cet endroit qui accueille tous les déchets plastiques de la ville de Tawa pendant la saison hivernale pour encourager cette union des maraîchers. Vraiment, cette activité des maraîchers de Tadis, nous pouvons que nous en féliciter, parce que ça cadre parfaitement avec le programme, et surtout même de la Renaissance du président de la République, qui œuvre inlassablement vraiment à protéger l'environnement, à protéger l'écosystème nigérien. Et vous le constatez ici, les déchets plastiques qui ont envahi vraiment ce ravin et qui déversent dans cette vallée de Tadis qui compose vraiment un certain nombre de maraîchers, et qui, quand vous le constatez vraiment sur le marché, vraiment elles apportent leur contribution, leur apport vraiment par rapport aux besoins de la population. Cette campagne de salubrité pour lutter contre les déchets plastiques mérite la mobilisation de tous, comme ces braves hommes et femmes menus des pelles, râteaux et brouettes, déterminés à combattre les déchets plastiques dans la ville de Tawa afin de sauver la vallée de Tadis, qui met fin à la cherté du panier de ménagères en faisant une bonne production. En sport, c'est hier que s'est joué le match final du tournoi Kalala, un tournoi qui a duré exactement un mois et dont la finale a opposé l'équipe de Saka Sport à Djida FC. Retrouvons les temps forts de la rencontre avec Aïssata Issakindo. Contribuer à l'émergence des jeunes footballeurs, mieux créer un cadre d'expression des jeunes talents, telle est la vision de Tijani Amadou Moutari, dit Kalala, parrain de cette première édition de ce mini-championnat dénommé Coupe Kalala. Organisé dans l'optique de susciter davantage chez les jeunes l'envie de jouer et de bien jouer au football. Ce tournoi qui a réuni 6 équipes venant des différents quartiers de Niamey a opposé pour sa finale Sakai Sport à Djida FC. Revanchard Djida FC tente dès les premières minutes de prendre la rencontre à main. Mais c'était sans compter sur la détermination de Sakai Sport, éblouissant, tranchant et perspicace sur le terrain. Score final, 5-2 en faveur de Sakai Sport. Il y avait 6 équipes qui ont fait la compétition et actuellement c'est la finale qui sont en train de jouer. Ça s'est bien, c'est passé bien, vraiment bien, merci jusqu'alors. Il n'y a pas de problème.
jusqu'à l'heure où je vous parle là. C'est dans le cadre de, comme vous savez, 2015 c'est la CAN cadet. Donc vraiment ça nous permet de voir nos enfants qui vont avoir la chance de faire partie des groupes de cadets 2015. Donc ça c'est le premier cadre qu'on a. Le deuxième cadre, peut-être ça va suivre avant qu'ils quittent. Il y a un deuxième trophée qui est réservé seulement pour le U17. L'année prochaine, vraiment, on va un peu élargir ça. Et là, on va amener une équipe à l'intérieur du pays. Cette première édition du tournoi Kalala a été mise aussi à profit pour faire une présélection des jeunes joueurs. La performance de ce tournoi rassure les amateurs du ballon rond qui ont déjà déniché quelques talents. Il reste à souhaiter que la FENIFOOT consolide ses acquis pour garnir l'équipe nationale cadette pour la CAN 2015. Enfin, comme annoncé, la partie magazine de ce journal porte sur l'intronisation du chef de canton de Tessawa. Le 8 mars 2014, Maman Mansour Kane Maïguizou a été investi dans ses fonctions. À cette occasion, une grande fête a été organisée à Tessawa. Le film complet de cette intronisation avec Rachida Altine. Très bonne réception. Au revoir. Au Niger, la chefferie traditionnelle est très ancrée dans nos traditions. Elle demeure le symbole de notre identité culturelle et se présente comme une force coutumière incontournable. Les chefs traditionnels sont aujourd'hui des acteurs sociaux incontournables. La religion, la tradition, la vie des grands dignitaires et notables sont les fondements des décisions et conciliations du chef. L'administration placée sous la tutelle du chef de canton ou de province se compose de deux groupes qui prennent place à la droite et à gauche du chef. Le groupe de droite qui forme